Maurice Thévenet. Merci. Ce qui fait l'efficacité de la communication, ce n'est pas le message. Ce n'est jamais ce que vous dites. Ce qui fait l'efficacité de la communication, c'est la confiance que l'on a en celui ou celle qui porte le message. Et vous le savez bien, hein, quand la défiance s'est installée dans une relation interpersonnelle, l'autre peut dire n'importe quoi. Message clair sur les PowerPoint. Vous savez très bien que ça ne passe pas. Donc pourquoi il faut revenir sur ce qu'on a en commun? Parce que plus on revient sur ce qu'on a en commun, eh bien, plus on a le sentiment qu'on partage des choses, plus ça peut créer de la confiance. On a toujours plus confiance en quelqu'un avec lequel on sent partager quelque chose. C'est pour ça qu'à l'époque où on voyageait, si vous voulez, quand au bout du monde vous entendiez quelqu'un qui parlait français, vous aviez tendance à aller discuter avec lui et puis à lui prêter votre, je ne sais pas quoi. Pourquoi? Vous voyez, parce que vous étiez dans un milieu très étranger et se sentir quelque chose en commun, ça suscite la confiance. Et plus il y a cette confiance, plus votre communication passe, et plus cette communication passe, plus les gens comprennent ce qui se passe, peu importe qu'ils soient d'accord ou pas, mais au moins on comprend ce qui se passe, c'est la première condition nécessaire. Deuxième condition nécessaire, la réciprocité. Comment voulez-vous que je m'engage si ce n'est pas donnant-donnant? Alors je ne parle pas simplement des aspects de rémunération, qu'il ne faut quand même pas traiter par-dessus la jambe, c'est important. Mais qu'est-ce qui fait l'expérience de travail? Qu'est-ce qui fait finalement que la journée valait le réveil matin? Qu'il y a eu de la réciprocité, que ça valait la peine de venir? Dans toutes les études que j'ai faites sur l'engagement, vous avez une variable qui est toujours corrélée à l'engagement. C'est la qualité perçue des relations humaines au travail. On n'investit jamais assez sur la qualité des relations humaines. C'est ça qui fait l'expérience. Quand vous allez le soir vous coucher, vous avez une journée d'enfer, une journée horrible si vous voulez, vous en avez marre, vous ne passez même pas par la case télé, vous allez vous allonger sur votre lit, vous vous relaxez. Et là, vous commencez à repenser au boulot. Aïe, 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 il ne faut pas que je pense au boulot, si je pense au boulot, je ne dors plus. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir le soir quand vous repensez au boulot? C'est quand même pas votre rémunération, vous vous êtes habitué à ce qu'elle soit faible. Ce qui vous empêche de dormir, en général, c'est un problème que vous avez eu dans une relation avec quelqu'un, c'est pas vrai? Avec un client, un collaborateur, un supérieur, enfin peu importe qui. C'est pas ça? Ce qui fait l'expérience au travail, même si ça apparaît pas dans les enquêtes, puisqu'on ne questionne pas les gens sur les enquêtes. De toute façon, toutes les enquêtes, on interroge les gens que sur leurs insatisfactions. Alors d'ailleurs, on trouve qu'ils sont insatisfaits d'ailleurs. Mais ce qui fait l'expérience du travail, c'est beaucoup dans la relation que ça se joue. Investissez sur la relation. Alors je sais, vous n'avez pas le temps, personne n'a le temps, donc n'attendez pas de l'avoir. Donc comme on n'a pas le temps, ce n'est pas sur le temps qu'il faut investir. C'est sur quoi il faut travailler, c'est sur l'attention. L'attention, attention, en un seul mot, ça ne prend pas de temps. Le bon manager sait reconnaître dans le cycle du don et dans ceux qui s'y adonnent la véritable source de l'efficience. C'est l'observation que fait mon invité en introduction de son livre « La révolution du don, le management repensé », publié au Seuil. Alors qu'est-ce que ce don dans les organisations des entreprises? En quoi est-ce une révolution? Eh bien c'est ce que nous allons voir en sa compagnie. Bonjour Alain Caillet. Bonjour. Alors, puisque de fait, si on donne quelque chose à quelqu'un qui n'a rien demandé, qui n'a besoin de rien, ben, ça ne marchera pas. Donc il faut introduire ce moment de la demande. Et on a essayé à partir de là, d'une certaine façon, de systématiser encore davantage ce qu'avait fait notre ami Norbert Alter dans Donner et prendre, en montrant comment l'ensemble des relations sociales au sein de l'entreprise fonctionne selon ce premier cycle qu'on appelle un cycle symbolique, un cycle positif du donner, recevoir, rendre, mais comment à tout moment ça peut basculer dans le cycle symétrique, le cycle négatif, qu'on pourrait appeler le cycle diabolique, qui est le contraire. Alors plutôt que demander, c'est ignorer. J'en ai rien à faire de ce que vous me dites, je ne vous connais pas, ça ne m'intéresse pas. C'est non pas donner, mais prendre. On peut faire ça à la perruque, par exemple, on peut prendre détourner des documents, etc. Je ne donne pas, je prends. Au lieu de recevoir, on refuse, je ne veux rien de vous. Et au lieu de rendre aux autres, on garde. Voilà. Donc on a deux cycles entrecroisés, ce qu'on pourrait appeler la double hélice du don au sein des organisations. Demander, donner, recevoir, rendre, ou ignorer, prendre, refuser, garder. Alors on va voir comment ça marchait. Et on a pris, parce que c'est très parlant, l'exemple du football, pour commencer. Et c'est vrai que ça marche très très bien.
une équipe ne peut gagner, ne peut fonctionner. Alors, il y a deux facteurs qui expliquent la réussite d'une équipe. Il y a une première dimension, c'est la dimension proprement technique. Il y a des joueurs qui courent plus ou moins vite, qui sont plus ou moins habiles techniciens, qui sont plus costauds, plus résistants. Il y a l'équipe, le staff a davantage de moyens financiers, davantage de médecins, un plus beau stade, etc., etc. Tout ça, ça détermine ce qu'on pourrait appeler l'efficacité de l'équipe. Mais avec le meilleur coach du monde, avec les meilleurs entraîneurs, les meilleurs masseurs, les meilleurs... Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parlons pas des meilleurs dopeurs, mais ça c'est encore autre chose. Ça ne suffit pas. On voit très bien des équipes, c'est Paris Saint-Germain au début de la saison, par exemple, totalement anesthésié. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui ne va pas. Bon. Donc il faut penser et voir comment entre en jeu un deuxième facteur qui explique que parfois des équipes nationales arrivent en finale de la Coupe de France. L'autre facteur, c'est bien sûr la motivation. Tous les managers le savent. Comment ça marche? Ça marche justement dans la mobilisation de ce cycle du demander, donner, recevoir, rendre. Il faut que les joueurs à l'avant fassent des appels. Si personne ne fait d'appel, tout le monde reste à sa place, il ne se passe rien. Il faut que celui qui a vu un appel, une demande, sache en donner le ballon et le donner correctement. Il faut savoir comment donner le ballon. Il faut que celui qui l'a appelé sache le recevoir, ça veut dire faire un contrôle. Et puis, il faut aussi qu'il ne le garde pas, qu'il ne joue pas perso, qu'il ne le garde pas. Il faut qu'il sache le rendre. Voilà. Donc ça, c'est le cycle positif. Mais on voit très bien comment une équipe qui ne fonctionne pas bascule dans le cycle inverse totalement négatif. Personne ne bouge, personne ne fait d'appel. Chacun reste à sa place mécaniquement. Au lieu de prendre le ballon à l'adversaire, on le prend à ses partenaires. Au lieu de le recevoir correctement, on n'est pas là pour le recevoir au bon moment. Et puis, on ne le rend pas, on le garde. Voilà. Et ce don dans les entreprises, quelle forme prend-il? Il prend cette forme que je viens de décrire parce que c'est ce qu'avait très bien montré Norbert Alter, mais qu'on peut systématiser. Comment dire, pour que les choses fonctionnent, il faut que, à tout moment, chacun des membres de l'entreprise, ou de l'organisation, puis ça ne vaut pas seulement pour les entreprises, je viens de parler d'une équipe de football, ça peut marcher dans une association, une administration, partout. Il faut que chacun des membres de l'équipe ou du collectif sache demander quelque chose quand il en a besoin, une information, sache et demander des soutiens à la fois techniques, mais aussi psychologiques, affectifs, sache les donner à tout moment, et que tout ça crée un climat de confiance et d'amitié. Merci à Patrick de son invitation, merci à vous d'être là. Le formalisme n'a jamais permis l'engagement. Or, qu'est-ce que c'est qu'un leader? C'est quelqu'un qui déclenche de l'engagement. C'est-à-dire quelqu'un qui donne tout d'un coup aux gens envie de s'engager dans la communauté en donnant à cette communauté le meilleur d'eux. Si vous avez mis votre légitimité dans la transmission de l'information, vous êtes mort. Aujourd'hui, l'information, la détention de l'information n'est plus une source de légitimité. Pas possible. Par contre, la communication est une source de légitimité. C'est-à-dire le temps que vous allez donner aux gens. Ça, c'est fondamental. Et si le digital fait gagner du temps, on en reparlera dans un instant, ce n'est pas pour faire plus de digital, c'est pour faire plus de présence. On va y revenir dans un instant. Ça, c'est fondamental. La détention de l'information n'est plus une source de légitimité. Le temps donné à la communication, ça, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que les gens savent très bien que le temps que vous leur donnez dans la communication, vous ne pourrez pas le reprendre. Ça c'est la grande qualité du don. Le don, c'est ce qu'on ne peut pas reprendre. Or, le temps que vous donnez, vous ne pourrez pas le reprendre. Et donc, si vous revenez à la logique du don chez Marcel Mauss vous dit qu'en face de ce don, de la qualité de ce don, il faudra que le collaborateur trouve la qualité de ce qu'on appelle le contre-don. Et ce contre-don, ça sera un contre-don de loyauté. Et si en échange du don de votre temps, vous n'avez pas ce contre-don de la loyauté, alors interrogez-vous.